synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Alors que les conséquences du changement climatique se sont fait sentir au cours de cet été 2022, marqué par des conditions météorologiques exceptionnelles, l'écologie catastrophiste est de plus en plus présente dans l'espace médiatique. Avec ces sujets d'actualité forts, un nouveau mal frappe une part toujours plus importante de la population, l'éco-anxiété. Dans le monde, ce stress écologique concernerait plus de la moitié des jeunes. À partir de quand peut-on dire que l'on est éco-anxieux ? Quels sont les symptômes de ce mal du siècle ? Est-il possible de le gérer, d'en faire quelque chose de positif ? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission du Labo des Savoirs. Et pour parler d'éco-anxiété, nous recevons Hélène Jalin du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Bonjour Hélène Jalin. Bonjour. Hélène Jalin, vous rédigez une thèse sur l'éco-anxiété dont nous allons parler aujourd'hui. Vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes spécialisée dans la prise en charge de l'éco-anxiété. Nous sommes également avec Oscar Navarro qui est avec nous à distance. Bonjour Oscar Navarro, est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Très bien. Vous êtes professeur en psychologie sociale et environnementale à Nîmes et vous avez publié en janvier dernier un livre universitaire intitulé « Psychologie environnementale, enjeux environnementaux, risques et qualité de vie ». Pour cette émission, je suis accompagné de Sophie, journaliste au Labo des Savoirs, qui se chargera d'interviewer nos invités. Salut Sophie. Salut Joseph. Nous sommes également avec Julie, bénévole au labo depuis cette année, qui se demande si notre cerveau peut être tenu responsable de l'inaction climatique. Alors avant de vous donner la parole, il faut rappeler que ce terme d'éco-anxiété, que l'on va beaucoup utiliser, n'est pas si récent. Il est utilisé pour la première fois en 1996 par Véronique Lapège, médecin-chercheur en santé publique et en santé mentale. Ce terme désigne le mal-être identitaire que nous pouvons ressentir face à la crise climatique actuelle. Il est beaucoup utilisé par les médias et progressivement repris par les chercheurs qui préféraient jusqu'alors les termes de stress ou préoccupation environnementale. Pourtant, on le disait en introduction, l'éco-anxiété fait écho à une réalité de plus en plus présente dans notre quotidien. Écoutez. Le GIEC vient de rappeler qu'il y a urgence. Voici une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, du dérèglement climatique très rapide. Et alors que la Californie, à l'ouest des États-Unis, flambe, les vagues de chaleur extrêmes se poursuivent dans le monde. Oui, c'est même une course contre la montre. Le dernier rapport des experts de l'ONU sur le climat exhorte le monde à une action drastique, immédiate et à grande échelle. Les très violents incendies se multiplient. Le Kentucky est en proie aux pires inondations de son histoire. Et ce sont bien près de 1000 pompiers qui sont mobilisés dans ce combat. Le feu, on vient de l'entendre, est difficile à arrêter. Il est si grand. Hélène Jalin, Oscar Navarro, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, cet été ? Alors moi, je suis une grande éco-anxieuse. Je ne m'intéresse pas pour rien à ce sujet-là. Donc pour moi, ça a été très difficile de voir cette nature complètement desséchée, ces rivières complètement à sec. Donc, parce que je travaille sur ce sujet-là, j'ai échangé beaucoup avec les personnes autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a là, on a un vrai ressenti. C'est plus des nouvelles qu'on peut lire dans un journal. On voit la différence dans notre environnement. Et donc c'est beaucoup plus fort en termes d'anxiété que ça génère. Bon, moi, je partage également cette préoccupation grandissante. En fait, c'était compliqué de se reposer, on va dire, à l'été, en famille, en regardant toutes ces mauvaises nouvelles. Alors, d'une part, en fait, on ressentait bien cette montée de la chaleur, ces températures même importantes, et qui ont duré une bonne partie de l'été. Et de notre part, en fait, regarder aussi un peu ces feux de forêt qui se multipliaient, et en plus, une perte des niveaux d'eau, dans certains bassins d'ailleurs très emblématiques. Donc voilà, cet ensemble a fait qu'effectivement ça a été un été assez inquiétant. Sophie, je te laisse la main pour l'interview de nos deux invités. C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs.
Alors en préparant cette émission, on n'a trouvé aucune définition dans le dictionnaire français généraliste de l'éco-anxiété. Le terme n'apparaît pas non plus sur les sites des organisations internationales pour le climat. Par exemple, on n'a rien trouvé sur le GIEC. Alors quelle serait votre définition à vous, nos chers invités? On va peut-être commencer par vous, Oscar Navarro. Comment vous définiriez l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, en fait, englobe, j'aurais du mal aussi à vous apporter une définition précise, puisqu'en fait, pour moi, le terme, en fait, englobe plutôt un ensemble d'expériences négatives en termes affectifs mais aussi cognitifs, mais qui dénotent, en tous les cas, je pense que ça pourrait être un premier élément, qui dénote, en fait, une amplification de ces expériences négatives concernant la situation environnementale. Hélène Jalin, Voilà, ça pourrait être peut-être un premier élément. Oui, c'est une première définition qui, en tout cas moi, qui me parle. Hélène Jalin, est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions? Oui, il existe quelques définitions, notamment celle qui circule un peu dans le milieu des chercheurs, c'est la peur chronique d'un effondrement de la société, de la biodiversité, etc. S'il existe en fait pas vraiment de définition claire, c'est aussi parce que on est encore, nous les chercheurs, en train d'essayer de définir ce que c'est que ce phénomène. Il y a une confusion aussi à ne pas faire entre l'éco-anxiété qu'on peut ressentir de manière tout à fait normale au regard des enjeux qui s'annoncent et l'éco-anxiété pathologique. Et souvent, dans les discours, on a tendance à confondre les deux. C'est pas clair, même pour certains chercheurs. Donc, effectivement, ma définition à moi, ce serait que l'éco-anxiété, c'est tous les ressentis émotionnels, les conditions négatives qui sont associées avec le fait qu'on se confronte à un stress climatique, écologique, qui soit direct donc par l'exposition à des événements climatiques extrêmes ou indirect par la lecture de mauvaises nouvelles dans les journaux qui sont quand même de plus en plus fréquentes. Donc on est vraiment sur un ressenti négatif qui peut parfois empoisonner la vie. Ce stress environnemental concerne plusieurs problématiques assez différentes. On parle du changement climatique, mais aussi de la perte de la biodiversité, des risques de subir par exemple des catastrophes naturelles. Oscar Navarro, est-ce que ce mélange de plusieurs aspects en un seul terme peut rendre la chose un peu difficile à appréhender? Disons que ça la rend facile à appréhender d'un point de vue du sens commun. C'est pourquoi effectivement le terme a un intérêt des communications et effectivement on pourrait dire que c'est plus un terme médiatique. Donc ça peut avoir un intérêt dans ce sens-là. Après effectivement si on veut faire une analyse plus fine, comme Hélène le disait en fait au niveau de la recherche, ça complique un peu la tâche parce qu'on ne sait pas exactement à quoi on fait référence en termes déjà d'expérience émotionnelle. Parce que parfois, ça peut faire référence à un niveau que l'on peut dire peut-être des inquiétudes. Donc certains collègues parlent des éco-inquiétudes, avant de parler des éco-anxiétés, où là, on entend effectivement plutôt cette augmentation si importante des émotions négatives. Et d'autre part aussi, une confusion en termes de la cause ou la source en fait de cette inquiétude ou anxiété. Parce qu'effectivement, certains des collègues travaillent plutôt sur les phénomènes liés au dérèglement climatique. D'autres vont s'intéresser, ce qui est le plus classique d'ailleurs, à ces phénomènes catastrophiques, comme on a pu d'ailleurs vivre en fait cet été, comme on disait au début. Et puis finalement, la perte de la biodiversité sur les feux de forêt ou notamment les images qui nous viennent de l'Amazonie par exemple. Donc voilà, des phénomènes divers qui vont être nécessaires d'être bien définis en termes de la recherche. Cependant, j'insiste, il peut y avoir un intérêt en termes des communications globales, ce qui montre un croisement des crises que l'on vit. Ça permet effectivement de regrouper tout sous un même terme, finalement peut-être de mieux en parler. Effectivement, ça attire l'attention, ça permet, on voit comment dans le débat médiatique, public de façon générale, politique pourquoi pas, ça attire l'attention en tous les cas et on en parle. Et on en parle, ça peut effectivement faire que le phénomène en tout cas soit moins silencieux. Moi j'aurais une question pour vous Hélène Jalin. Oscar, vous y avez partiellement répondu déjà. On parle d'éco-inquiétude puis d'éco-anxiété. Moi je suis préoccupé par ce qui se passe actuellement sur le plan environnemental. Suis-je pour autant éco-anxieux? Est-ce qu'il existe un seuil à partir duquel on décrète que je fais de l'éco-anxiété? Ou est-ce que c'est un terme plus générique, un mot valise qui définit toutes les personnes concernées par le changement climatique? Oui, alors c'est effectivement l'éco-anxiété pour moi, je dirais que à notre échelle, on en ressent tous un petit peu. À moins de vivre complètement hors des médias à l'heure actuelle. La différence entre nous, c'est la manière dont on va réagir à ce stress-là.
Et pour les personnes pour lesquelles ça devient vraiment une souffrance au quotidien, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre confortablement, ils sont assaillis par les émotions négatives et ils ne savent pas la gérer, là on devient dans une éco-anxiété qui est une forme pathologique. Donc il existe à l'heure actuelle quelques échelles qui commencent à être construites par les chercheurs. Donc il en existe en anglais. Moi j'en ai conçu une en français qui j'espère sera bientôt publiée. Ce qu'il va falloir faire dans un deuxième temps, c'est de faire passer cette échelle à un grand nombre de personnes pour obtenir ce qu'on appelle un cut-off. Cut-off, c'est d'ailleurs une limite de score à partir de laquelle on pourra considérer qu'au-dessus de ça, on est sur une éco-anxiété pathologique, c'est-à-dire, encore une fois, qui amène trop de souffrance chez soi, dans notre vie intérieure, et qu'il va falloir donc la prendre en charge. Vous recevez des gens en consultation, hein, vous êtes psychologue clinicienne. Oui. C'est quoi le profil en fait des personnes qui viennent vous voir? Alors je dirais qu'en général, ils sont plutôt jeunes. Alors je voudrais pas donner des chiffres parce que moi je pense que j'ai aussi mes réseaux et donc mes patients font pas forcément représentatifs de tous les éco-anxieux. Je dirais qu'en moyenne, ils ont entre 20 et 35 ans, donc c'est plutôt des personnes jeunes, plutôt des personnes relativement diplômées. Et plutôt des femmes, mais ça ne veut pas forcément dire que les femmes sont plus éco-anxieuses, c'est peut-être qu'elles vont aussi plus facilement chez le psy. Alors justement, à quel moment ces personnes-là décident d'aller vous voir? Est-ce que c'est des symptômes où ces personnes se disent, bon là, il faut que je consulte quelqu'un? C'est quoi l'élément déclencheur? Ça dépend vraiment des personnes. Et il y en a qui n'arrivent plus à se projeter dans leur vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit la vie de famille, qui ont du mal à regarder leurs enfants en face parce qu'elles savent qu'ils vont devoir se confronter à un avenir qui n'est pas forcément tout rose. Il y a aussi beaucoup des difficultés relationnelles parce que en fait, les éco-anxieux étaient jusqu'à présent quand même très très minoritaires. Je pense qu'ils le sont quand même toujours. Mais souvent, ils sont perçus un peu comme les oiseaux de malheur dans les familles et on a du mal à aller sur ces sujets-là parce que forcément, ils sont tellement catastrophistes que personne n'a envie de se confronter à la réalité de ce discours et eux se perçoivent comme très isolés ou parfois dans des situations conflictuelles avec leurs conjoints, avec leurs parents, etc. Et donc ça peut être aussi très difficile à vivre. Vous parliez tout à l'heure d'une échelle de l'éco-anxiété que vous êtes en train d'essayer de construire à travers votre thèse, j'imagine. Oui. Ce serait quoi les différents paliers de cette échelle? Peut-être que c'est un peu tôt pour en parler, mais comment on peut évaluer, on va dire, où nous, on peut se situer dans l'échelle? Alors, comme je disais, c'est en train d'être... on n'a pas encore fait ce travail de cut-off, hein, mais il y a des niveaux faibles. En fait, on a fait 5 paliers dans l'échelle qu'on va essayer de caractériser sur le plan clinique. Disons qu'il y a 3 aspects dans cette échelle. Il y a l'aspect émotionnel, cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est émotions négatives, qui ne sont pas d'ailleurs que de l'anxiété. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à dire. On peut aussi ressentir beaucoup de déprime, de culpabilité, etc. Donc, il y a beaucoup d'émotions mêlées dans l'éco-anxiété. C'est pour ça que le terme n'est pas forcément très bon. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est problématique relationnelle, ce dont je viens de parler. Et là-dedans, j'englobe aussi ce qui peut être des crises de sens. Par exemple, une fois qu'on devient éco-anxieux, la vie qu'on avait toute tracée devant nous, on la voit du coup d'un angle tout à fait différent et ça peut amener des remaniements identitaires qui peuvent être parfois très difficiles à gérer. Donc ça aussi, c'est inclus. Et le dernier aspect, c'est quand on devient éco-anxieux, la thématique écologique commence à prendre énormément de place dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a une espèce de boulimie d'informations. On va regarder par exemple en boucle des vidéos sur YouTube et nous-mêmes, on est très très attachés à essayer de changer nos comportements pour être plus vertueux vis-à-vis du climat. Et quand on ne l'est pas, ça génère beaucoup de la culpabilité. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va évaluer dans le cadre de cette échelle. Alors cette boulimie d'information, on va y revenir, c'est une question très intéressante. Mais avant, Oscar Navarro, vous avez aussi été en contact avec des personnes éco-anxieuses. Vous avez étudié des populations qui étaient exposées au risque de catastrophes climatiques ou qui en avaient vécu. Par exemple, vous m'aviez parlé de la côte atlantique. Vous avez rencontré des habitants qui avaient été exposés au danger de la montée des eaux, de l'érosion des côtes et donc qui sont directement concernés. Est-ce que leur anxiété est différente de celle dont on vient de parler ? Je dirais que oui, parce qu'en fait, ici, on est dans le cadre, parmi ces 3 phénomènes dont je parlais tout à l'heure, c'est des gens qui se savent exposés à un risque précis. Parce que éventuellement, les problématiques environnementales peuvent rester à un niveau un peu abstrait. C'est-à-dire, on parle des changements climatiques, même s'il y a quelques manifestations, parfois on a du mal à bien savoir concrètement à quoi ça renvoie et en termes d'avenir. Mais là, ces populations dont vous me parlez, effectivement, c'est des gens qui sont confrontés à une menace
clairement identifiés, définis et même formalisés sur le plan administratif ou même politique. Donc oui, c'est des expériences en fait qui mettent qui questionnent l'avenir. Et je pense que là, ça rejoint un petit peu ce que Hélène évoquait précédemment, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir continuer à habiter dans leur maison, s'ils vont pouvoir même l'hériter à leurs enfants. Et là, ça renvoie effectivement à une sorte d'inquiétude, voire d'angoisse qui est permanente et qui peut effectivement avoir un effet délétère sur la vie quotidienne, sur le plan, on va dire, fonctionnel. Les gens ne dorment plus bien, ils pensent qu'à ça, ils vont tout le temps aller se renseigner ou poser des questions, vont effectivement avoir des difficultés de concentration, des communications, etc. Mais voilà, c'est pourquoi dans la définition, effectivement, il faut bien définir le cas auquel les gens sont confrontés, la source de cette anxiété, mais qui renvoie effectivement à une situation globale écologique. Donc ça peut effectivement rentrer dans la catégorie des éco-anxiétés, effectivement. Est-ce que le fait d'être confronté à cette cause quotidiennement, de vivre près de la mer et de savoir que les eaux peuvent monter ou que le trait de côte se réduit, fait que l'anxiété est peut-être plus forte ou prend des formes différentes ? Alors là, il y aura d'autres facteurs psychologiques en fait qui entrent en jeu. Il faut savoir que on ne fait pas référence à toute la population en fait. Certains vont développer ce que je viens de décrire. D'autres éventuellement vont rentrer dans un autre mécanisme, alors pour utiliser encore un terme assez générique, mais qui est toujours un peu compliqué, sur des formes de déni éventuellement. Ce qui pourrait aussi nous intéresser en psychologie, savoir que ce qui explique finalement ces mécanismes de rationalisation qui évitent pour le dire ainsi, faire face à la situation ou de l'accepter et plutôt trouver d'autres arguments pour la réfuter. Donc voilà, donc il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte effectivement pour gérer cela. L'attachement au lieu, par exemple, le temps d'habitation, bref, il y a tant de caractéristiques, des facteurs alors propres à l'individu, mais aussi propres à leur position sociale. En général, c'est des gens qui ont des ressources. On sait très bien qu'en tout cas, pour l'exemple de la côte atlantique, on sait bien qu'il y a des populations qui sont en général plutôt aisées, etc. Voilà, donc il y a d'autres facteurs en fait à prendre en compte qui peuvent permettre de gérer. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est une grande mobilisation administrative, politique sur ces questions-là pour essayer de mieux adapter, ou en tous les cas de gérer en fait correctement ces situations. Là, on parle précisément en fait de l'érosion côtière ou du risque en fait de submersion marine dans certains lieux. Donc voilà, il y a déjà des connaissances assez claires de quelles sont les menaces, mais effectivement, il y a aussi une mobilisation au niveau politique pour bien gérer et adapter ces territoires. Donc là, éventuellement, on est plus aussi dans une configuration collective, sociale, dans la gestion de ces phénomènes. Et ça peut effectivement aider aux personnes en fait qui ont plus du mal à vivre, voilà, on va dire sur le plan émotionnel, ces situations-là. Oui, donc une action politique et sociale dont on va parler d'ailleurs à la fin de l'émission, comment est-ce que cette éco-anxiété peut aussi mener à l'action. Vous n'avez pas étudié que la côte atlantique, vous êtes aussi allé dans les Antilles pour aborder cette fois la question du risque cyclonique avec l'exemple de l'ouragan Irma qui a frappé les îles en 2017, qui était un ouragan de force 5 sur une échelle de 5, enfin un ouragan extrêmement fort. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette étude et ce que vous avez recueilli sur place comme témoignage ? Oui, effectivement. Donc là, c'était dans le cadre de ce qu'on appelle un appel flash de l'Agence nationale de la recherche. On a constitué, on va dire, dans une forme d'urgence aussi, un consortium avec des collègues de différentes institutions, universités, pilotés par le CEREMA. Il y a eu 4 projets en fait qui ont été retenus, dont le nôtre qui s'appelle Relève. Et voilà, ce projet en fait, ou ces projets, cet appel s'est intéressé plutôt à la reconstruction post-catastrophe. Notre projet Relève, c'était le seul projet ou le seul consortium en fait qui a intégré une équipe de psychologues. Et voilà, ce qui est déjà assez parlant. Donc effectivement, l'intérêt c'est en général sur le relèvement, la reconstruction, on va dire physique, matérielle du territoire. Comme vous le disiez, effectivement, l'île de Saint-Martin a été à 90%, si ce n'est plus, en fait, détruite
Et donc l'expérience a été traumatique à tout point de vue. Les pertes en vie humaine ont été, alors pour la force de l'événement, on va dire pas très importante. Cependant, juste une vie humaine, voilà, c'est déjà une catastrophe en soi. Nous avons pu observer effectivement qu'il reste encore 5 ans après, parce qu'on a fait notre dernière émission il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 mois de ça, il y a encore des signes en fait inquiétants sur voilà, d'une part la manifestation d'une forme de stress post-traumatique. Les gens nous font part aussi voilà, des difficultés, et là je répète, hein, c'est 5 ans après, voilà, des manifestations que l'on pourrait dire cliniques, perte de sommeil, difficulté à se concentrer, etc. Des tensions aussi au niveau relationnel, une augmentation qu'on a pu constater avec les chiffres des violences au niveau des familles. Et puis effectivement au niveau des enfants et au niveau social, une tension qui est de plus en plus importante. Il faut savoir que l'île de Saint-Martin, en tout cas le côté français, accueille en fait une diversité des populations très importante. Il y a au moins 150 nationalités différentes, donc il y a des groupes qui s'est créé et donc les conflits sont de plus en plus importants, et les autorités aussi nous diront que sont de plus en plus importants depuis Irma. Donc il y a d'un côté quand même une forme de solidarité qui se met en place dans le péricatastrophe, donc tout de suite après la catastrophe. Cependant, plus le temps passe, il y a des formes en fait, des conflits, des tensions qui apparaissent et qui se croisent en fait. Et voilà ce qui fait que l'île a du mal à surmonter un certain nombre de situations. Bref, ça nous permet, nous, d'apporter quelques éléments de réflexion, notamment sur le plan de la santé mentale. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il n'y a pas ni des programmes et très peu maintenant de professionnels qui peuvent éventuellement répondre à ces questions-là. Et voilà, je pense qu'on entend tous là que c'est quand même inquiétant pour une île en fait qui est soumise en fait à ces événements, ces cyclones tous les régulièrement, ans, puisque la période cyclonique effectivement a lieu tous les ans de juin à novembre. Et voilà, donc dans la reconstruction, il y a aussi la reconstruction à long terme, et dans la reconstruction, il y a quand même une faiblesse dans la réflexion en fait de cette reconstruction individuelle, psychologique éventuellement. Donc une reconstruction difficile, vraiment un stress post-traumatique qui persiste 5 ans après, et du coup pas forcément l'encadrement nécessaire pour pouvoir aider ces personnes à aller mieux sur place. Alors une question très rapide avant de faire une petite pause musicale. Est-ce que les éco-anxieux qui ont subi des catastrophes naturelles ou qui n'en ont pas forcément subi, on peut dire qu'ils souffrent de stress post-traumatique dans un cas, mais parfois pré-traumatique dans un autre? Alors, ça serait plus dans le cas des éco-anxieux qui n'ont pas vécu forcément, effectivement. Donc là, on se situe plutôt dans l'avant-crise ou avant-événement catastrophique. Parce que, alors oui, en fait, je me corrige un peu, parce que les nouvelles populations, comme on l'a dit, et il y en a pas mal qui sont revenus en fait dans l'île, des gens qui n'ont jamais vécu en fait un cyclone, l'arrivée en fait de la période que j'indiquais fait que les gens sont déjà dans une sorte d'inquiétude, on va dire, plus ou moins importante selon les individus. On va dire que ceux qui ont l'habitude, entre guillemets, ou une culture de ces événements, notamment les populations donc antillaises, les gens qui viennent des Guadeloupe ou Martinique, savent déjà direct ou indirectement ce que c'est, mais les métropolitains, comme ils disent sur place, en fait, n'ont jamais eu l'habitude. En fait, ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas exactement à quoi ça ressemble, en fait, un cyclone. Et on a pu considérer qu'ils commencent déjà à appréhender, voire à s'angoisser à l'arrivée de cette période. Il y a une anticipation. Ça pourrait être la même chose pour... Pardon ? Il y a une anticipation de la période cyclonique. Exactement. Et puis après, effectivement, cette expérience de stress par anticipation est aussi vraie, en fait, sur d'autres événements climatiques, par exemple, où on nous informe, on nous dit que ça va devenir de plus en plus difficile. Donc maintenant, à l'arrivée, d'ailleurs, je pourrais me poser la question, hein, je ne poserai la question, est-ce que le prochain été,
on sera un petit peu aussi dans cette prédisposition à passer un été beaucoup plus difficile que précédent, parce que c'est un peu ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que si cet été a été chaud, ça sera le plus frais de ceux à venir. Donc là, on est dans une forme effectivement d'anticipation qui peut engendrer, à mon avis en tout cas, on posera l'hypothèse, des formes d'anxiété au préalable. D'accord. Donc peut-être parler de stress pré-traumatique, même si ça peut paraître un peu fort comme terme. On continue de parler Pourquoi pas. d'éco-anxiété juste après une pause musicale et on écoute Blue Child de Lucy Antunes.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Vous êtes bien de retour au Labo des Savoirs. Nous sommes avec Hélène Jalin du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire et Oscar Navarro, professeur en psychologie sociale et environnementale à Nîmes, avec nous par visioconférence. Et nous parlons d'éco-anxiété. Vous nous disiez en introduction, Hélène Jalin, que vous étiez sujette à l'éco-anxiété. Et on parlait avant la pause musicale de stress pré-traumatique. Vous en pensez quoi ? Alors, en fait, il y a un papier, il me semble, qui parle de ce sujet-là, du stress pré-traumatique pour le changement climatique. En fait, le stress pré-traumatique, ça a été surtout étudié chez des soldats américains qui devaient partir en guerre en Afghanistan, qui n'avaient encore pas connu ce champ de bataille-là, et qui étaient sujets à des cauchemars, à des espèces de flashs de violence qui étaient liés en fait à tout ce qu'on leur avait raconté sur ce qui pouvait éventuellement se passer en Afghanistan. À ma connaissance, ça n'a jamais encore été décrit réellement par rapport au changement climatique, tout simplement parce que pour déclencher ces cauchemars, ces flashs, etc., ces reviviscences, il faut avoir été exposé à des images ou en tout cas à quelque chose de sensoriel lié à ce qui fait l'objet des cauchemars. Et là, pour l'instant, à part les films grand public, genre 2012, etc., qui nous projettent dans un film apocalyptique, on n'a pas grand-chose, si ce n'est peut-être les images, comme parlait Oscar tout à l'heure, des ouragans qui s'abattent sur les Antilles, etc., dans lesquels on peut éventuellement se projeter. Mais donc, pour moi, ce n'est pas encore une réalité. Il faut savoir que quand on parle de stress post-traumatique, on parle quand même de symptômes qui sont très violents et de quelque chose qui est très, très générateur de souffrance. Moi, en tout cas, chez mes patients, ou en tout cas chez moi-même, j'ai pas encore connu ça. Non. Alors justement, vous recevez beaucoup de patients qui, eux, ont des symptômes d'anxiété, de stress, d'angoisse, etc. Est-ce que vous avez des techniques que vous leur conseillez ou que vous pouvez conseiller à nos auditeurs pour gérer ces angoisses et cette éco-anxiété au quotidien ? En fait, je ne considère pas différemment l'angoisse climatique des autres, en tout cas dans la façon dont je vais proposer aux patients d'essayer de la gérer. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont exposés à un stress et comme tous les stress, il va falloir qu'ils mettent en place des stratégies qui vont les aider à mieux gérer ça. Alors les stratégies, elles peuvent être tout à fait différentes d'une personne à l'autre. Ça peut être d'aller dans la nature, ça peut être de se connecter à de la spiritualité, ça peut être de travailler sur le corps avec du yoga, etc., etc. Et j'ajouterais quand même sur cet aspect éco-anxiété qu'il y a aussi un travail, ce que j'évoquais tout à l'heure, un travail identitaire, c'est-à-dire maintenant, dans quel type de vie je veux me projeter maintenant que je sais ça. Et donc, le passage à l'action est quand même quelque chose de très important, notamment parce que pour l'anxiété pathologique, l'éco-anxiété pathologique, on est souvent dans une forme de paralysie, c'est-à-dire c'est des personnes qui n'arrivent plus à se mobiliser dans leur vie, qui sont tétanisées par les choix qu'ils auraient éventuellement à faire et qui donc s'enferment dans quelque chose de très délétère pour eux. Donc effectivement, le passage à l'action est aussi quelque chose de très recommandé. Vous avez parlé d'éco-anxiété pathologique, est-ce qu'on peut dire que ça peut être une maladie mentale ? Non, alors moi, je m'insurge contre le fait de considérer l'éco-anxiété comme quelque chose de pathologique en soi. Il y a des personnes qui vont moins bien gérer le stress que d'autres et du coup développer des formes pathologiques. Mais l'éco-anxiété, pour moi, elle a quelque chose de la lucidité. C'est-à-dire, on se confronte à une réalité qui est quand même à peu près énorme à l'échelle de l'humanité. On parle quand même potentiellement de la fin de la civilisation telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Donc c'est normal d'être stressé face à ces mauvaises nouvelles. Maintenant, il y a des personnes qui vont moins bien gérer le stress que d'autres. Mais quand même, il faut quand même souligner que les éco-anxieux sont des personnes qui acceptent de faire face à cette réalité et qu'en cela, elles sont déjà très, très courageuses. Quand on est intéressé, préoccupé par ces sujets, on l'a déjà dit, souvent tendance à beaucoup se renseigner dessus. Ça alimente aussi un peu la machine. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ces flux d'informations, les médias, les livres, etc. Tout ce qui parle de ces catastrophes à venir ou qui nous arrivent déjà. Est-ce qu'on coupe tout ? Est-ce qu'on continue de se renseigner à petite dose ? Est-ce qu'on trie ? Comment on pourrait faire justement pour gérer ces informations qui alimentent notre anxiété ? Je pense que cette boulimie d'informations, on l'a surtout au début. Souvent, l'éco-anxiété, elle arrivait sous forme d'un choc, soit à la lecture d'un livre, soit en regardant une vidéo, par exemple. Et au début, comme on n'arrive pas tellement à y croire, on a besoin de se renseigner de toutes les manières possibles pour intégrer la situation. Et dans un deuxième temps, on se rend compte
normalement, que c'est quand même assez délétère d'être toujours face à ces très, très mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a quand même très peu des bonnes nouvelles sur ce sujet-là. Et donc, on apprend avec le temps à doser et à faire ce que j'appelle moi de l'évitement conscient, c'est-à-dire, bon, je sais qu'en ce moment, mon éco-anxiété, elle est haute, je ne vais pas en rajouter en me réexposant à des mauvaises nouvelles, et donc je vais me couper des médias pendant peut-être le week-end. Et je ne conseille pas non plus de se couper totalement des médias parce que il faut quand même continuer à vivre, il faut quand même continuer à regarder ce qui se passe. Donc voilà, essayer de doser en fait. On est toujours un peu sur un fil quand on est éco-anxieux. Oscar Navarro, on parlait juste avant la coupure musicale des Antilles et de ces populations qui ont des énormes craintes vis-à-vis des cyclones, qu'elles les ont vécues ou pas encore. Est-ce que ces populations que vous avez étudiées ont elles aussi développé un déni, comme parfois c'est possible sur les côtes atlantiques? Comment elles gèrent ces craintes-là au quotidien et qu'est-ce que ça change en fait dans leur quotidien? Vous en avez déjà un peu parlé, mais je vous repose quand même la question. Et effectivement, non, la situation est différente parce que là, ce qu'il faut comprendre, et d'ailleurs ce qui fait pour nous une différence aussi dans l'analyse psychologique, psychosociale, c'est, on va dire, la temporalité de l'événement, du risque en fait. En général, parfois, on s'intéresse davantage en fait avant le risque, avant que la chose arrive, que la crise arrive. Donc, on utilisait déjà le terme d'anticipation. On essaie de prévenir, se préparer pour se protéger, etc. Là, on est plus dans la post-catastrophe, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu cet événement traumatique. Donc globalement, ce que l'on observe, c'est qu'il y a, alors le terme qu'on utilise dans le jargon plutôt, c'est la culture des risques. Et je disais tout à l'heure, je faisais la distinction entre des gens qui départ en fait leur appartenance en fait à une certaine catégorie de population, comme par exemple les Antillais. Peu importe l'île d'où ils viennent, en fait, il y a déjà en fait une façon de l'aborder. Je me permets un petit commentaire anecdotique. Les Guadeloupéens, par exemple, nous parlent beaucoup d'une façon de vivre ce moment-là. Par exemple, le confinement, ils se préparent pour ces confinements et ils en font. Alors, je sais que c'est un peu, je sais pas, bizarre de le dire, mais c'est pour eux un moment convivial important. Ils se retrouvent, il y a un moment de famille, etc. Donc vous voyez, ils nous racontent cette façon de se préparer en fait pour vivre ces moments-là. Et voilà, donc effectivement, il y a des éléments culturels, des éléments aussi de notre entourage, des formes de solidarité effectivement qui apparaissent, j'en parlais aussi, qui vont faire qu'on peut affronter ces moments difficiles d'une façon plus ou moins adaptative. Cependant, il y aura toujours effectivement, selon la dimension de l'événement, des expériences difficiles, des gens qui ont du mal à se relever. Je disais tout à l'heure effectivement que ça laisse quand même des traces importantes. Et puis effectivement, si on ne se donne pas les moyens de les gérer correctement, des programmes ou des professionnels pour y répondre en fait à des besoins précis, concrets, d'un point de vue aussi pathologique, comme Hélène le mentionnait, et on aura définitivement aussi une dégradation de la situation. Et c'est ça que l'on craigne le plus en fait. Parce que vous avez parlé effectivement tout à l'heure de tensions qui existent au sein de ces îles, mais aussi de tensions parfois chez l'individu qui a du mal à dormir, qui ne se sent pas bien physiquement. Est-ce qu'il y a aussi des tensions qui peuvent se développer en intrafamilial ou dans le milieu professionnel ? Tout à fait. Je faisais référence à cet aspect relationnel, parce que oui, il y a des symptômes qu'on peut observer, d'ailleurs, qui sont assez facilement indiqués par les gens qui nous disent. Cependant, il y a aussi ce versant moins bien connu, en tout cas de la part des autorités, des détériorations, excusez-moi, je n'arrive pas à prononcer, des situations relationnelles, sociales. On nous parlait par exemple des enfants qui sont de plus en plus agressifs dans les écoles. On a eu par exemple la chance de pouvoir discuter avec une psychologue scolaire qui est arrivée après Irma, parce qu'en général, en fait, il n'y avait pas des professionnels au moment de Irma. Et dans le péricatastrophe, après quelques années, oui, il y a des professionnels qui arrivent et qui observent effectivement ces difficultés, je disais, au niveau intrafamilial, beaucoup plus de violence. Et puis, alors je n'ai pas encore fait mention, je ne sais pas si je dérive un petit peu, mais il y a aussi un versant sur la façon d'expliquer un certain nombre de phénomènes. Par exemple, on voit apparaître aussi des théories complotistes.
des rumeurs, en fait. Par exemple, par rapport au nombre de décès que les gens considèrent être trop faibles. Bref, il y a aussi cette façon de gérer, en fait, on va dire, la crise et voilà, et qui crée aussi une ambiance un peu parfois délétère en termes de confiance ou plutôt de méfiance par rapport aux autorités qui gèrent les risques. Donc il y a tout un panel, hein, il y a des dimensions plutôt de ces vécus personnels, individuels, de l'ordre du familial, voire les groupes d'appartenance, mais aussi il faut voir aussi ce qui se passe au niveau social, hein, au complet, c'est-à-dire tous les groupes, une fois qu'on essaye aussi de se préparer pour des événements à venir. D'accord. Oui, donc il y a vraiment un moyen de trouver des explications pour essayer de gérer vraiment l'avenir qui approche et d'être plus prêt, d'anticiper. Effectivement, oui, je pense qu'il y a une responsabilité partagée et comme je disais, à tous les niveaux, de se donner les moyens pour gérer ce stress et ces difficultés, ces symptômes aussi au niveau des individus. Mais plus globalement, il faut savoir que l'impact n'est pas qu'au niveau de l'individu. Il faut sortir un petit peu et voir que ça peut engendrer des difficultés sociales beaucoup plus larges, comme vous l'indiquez, au niveau du professionnel. Alors on a vu qu'il y a des gens qui ont quitté leurs emplois, qui sont partis ailleurs. Bref, ça crée tout un désordre aussi au niveau social. Donc ça, il faut imaginer en fait que ce n'est pas anodin et que c'est lié aussi à ces expériences liées aux catastrophes. Merci à nos invités. Juste après une pause musicale, nous écouterons Julie qui nous parlera de la possible responsabilité de notre cerveau dans l'inaction climatique. 覚えているか？あの日、あの日、あの日、あの日、J'ai entendu ton son sur les ondes, tu peux remercier les quotas. Une vue bercée par l'illusion en tapant un tel sous-côté. Je lance les dés jusqu'au jour où ma carcasse se retrouve sur le côté. Vu que je m'en beurre, je crois que je ressemble à mon daron comme Sangoten. Je veux pas reproduire ses erreurs. Pourtant ses réussites sont pas à ma portée. Some crazy shit, c'est un bordel. Le Wally, moi je l'intercède, gros jamais je cours après le papier. Considération de mec azelé, je te l'accorde, faudrait qu'on s'aime. Des années j'en ai quasi 30. Glande pinéale calcifiée, tous les rêves sont quadrillés. Matrix est récalcitrant. T'extasies t'as les citrons, un cas vu des likes fascinants. T'es comme Macron, t'es jeune, tu dis de la merde, du coup on t'a signé. GG. Peu importe ce que t'as fait de bien, on t'oubliera man. Hey. Moi juste un blavant dans une North Face comme Tobirama. Hey. Ressaisis-toi poteau, c'est plus pour Wham qu'un hobby la night. Jack leur label se demande si la magie ça se copyright pas. Si ça peut rapporter du bif. On parle du mêlée, on parle de âme, elle est. La concurrence sur âme, elle est. Je les tiens à distance comme Kelec, donc fais pas le scellé. Le vrai sens d'être au-dessus quand t'auras visité le scellé. Toutes les portes scellées. Je te parle d'une croisière genre interstellaire. Tu me parles de gros ports rayon porcelaine. Ça n'a aucun sens frère, c'est comme ce rêve. Je t'avais dit que je forcerais. Tu deviendras ce que tu crains à force de l'être. Tu penses y a encore des sublis? Genre vraiment? Genre je paierai pourquoi moi? Genre la race des serpents? Genre j'attrape la bave d'un fils de pute et puis je m'en sers d'encre? Genre je me tape pas qu'on pomme, genre ça c'est pas flagrant. Au fond tu sais plus de quoi tu causes. Mais y a pas d'heure pour raconter son dos, surtout sur une surface de réparation sans goal. Les gens sont descendus sans con, c'est sont remontés sans love. Ambiance YTP, RDV, Homo Tessando. Tac tac. Fuck tes caméras, je suis au calme à la camé house. «鈴を取れないやつは任務失敗ってことで。あの日、あの丘でグリフィスがお前にかけた言葉。Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous écoutions à l'instant Omotesando de Népal. Une idée se répand. Si nous n'arrivons pas à lutter contre le réchauffement climatique, le réchauffement du climat et les catastrophes naturelles, c'est peut-être que l'on n'est tout simplement pas câblé pour ça. Ce serait la faute de notre cerveau. Donc pas besoin d'être anxieux pour ça, si on n'y peut rien. Pas vrai, Julie ? Ah, c'est aguichant, hein ? Mais je t'arrête tout de suite, Joseph, et j'apporte même une bonne nouvelle. Chers auditeurs et auditrices, vous n'êtes pas les esclaves de votre cerveau. Mais tu as raison, c'est une idée qui se répand, et pour cause. En 2019, Sébastien Boller, journaliste scientifique et rédacteur en chef du journal Cerveau et Psycho, publie un livre intitulé « Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher », qui a eu un certain succès auprès du grand public. Sur un ton d'enquête scientifique, l'auteur développe une hypothèse pour répondre à la question « Pourquoi, alors que nous sommes dotés d'outils extrêmement précis qui nous informent clairement de la tournure que vont prendre les événements dans quelques décennies, restons-nous impassibles ?» À la fin de l'introduction, il dévoile le coupable trouvé à l'issue de son enquête, le striatum. Si vous n'avez jamais entendu parler du striatum, c'est une structure sous-corticale. Ça veut dire qu'elle se situe sous les premières couches de notre cerveau. Le striatum serait la cause qui nous pousse à croître toujours plus, dans le sens de croissance économique qui est nuisible à l'environnement, et la raison pour laquelle le système politico-économique dans lequel nous vivons perdure. Mais alors quel est le problème avec ce type de discours ? Ou plutôt, quels sont les problèmes, tu veux dire ? Déjà, pour commencer, cette hypothèse est purement spéculative. Un collectif de scientifiques a publié une tribune dans Mediapart en juillet 2022, dans laquelle il rappelle que l'hypothèse de Boller n'a en aucun cas suivi un processus d'évaluation scientifique par les pairs. Qui plus est, l'auteur du bug humain ne s'appuie sur aucune étude spécifique du comportement environnemental pour appuyer ses propos. Le collectif rappelle d'ailleurs la totale absence de fondement scientifique de cette hypothèse. Deuxième problème, user de réductionnisme. Il s'agit ici de réduire un problème complexe et multifactoriel à un problème simple. Réduire une fonction psychologique, et ici des comportements et pratiques sociales, à une structure cérébrale est largement dépassé. Le collectif de scientifiques dans Mediapart précise que le fonctionnement du nerf cérébral est rarement transposable en termes psychologiques, a fortiori sociologiques. Donc, nos choix de consommation, nos modes de vie ne se réduisent pas aux prétendus besoins sans limite du striatum. Malheureusement, comme c'est une explication simple, c'est aussi une explication facile à retenir et à s'approprier. Troisième problème, proposer une explication des comportements qui seraient déterminés biologiquement. En science, ça s'appelle la naturalisation. Sauf que non, nous ne sommes pas câblés pour partir à la recherche de croissance du PIB. Le système consumériste n'est pas la conséquence de l'évolution de notre cerveau, mais bien le résultat de choix politiques. Le collectif de scientifiques évoqué plus tôt déplore dans sa tribune l'absence de prisme et de perspectives socio-historiques pour expliquer l'inaction climatique. C'est oublier qu'il a existé et existe des sociétés qui ne sont pas obnubilées par le progrès et la croissance économique. C'est également oublier que tout le monde ne rentre pas dans le système consumériste, que ce soit volontaire ou non. À titre personnel, je consomme moins. Aurais-je donc un cerveau cassé ? A priori, non. Et si ce n'était que moi, que dire de toutes ces personnes engagées depuis des années dans la lutte contre le dérèglement climatique ? Que dire également de toutes les personnes n'ayant tout simplement pas les moyens de surconsommer ? Ce n'est pas le fonctionnement de notre cerveau qui engendre les catastrophes que nous vivons et voyons. En revanche, on peut dire qu'il est exploité pour développer des économies productivistes, consuméristes, individualistes et polluantes, comme l'a indiqué Thibaut Gardette, docteur en neurodéveloppement, dans une critique sur le site Bonpote, d'ailleurs site que je recommande pour se renseigner sur les enjeux climatiques. Donc Julie, notre cerveau n'a rien à voir dans notre inaction climatique finalement. En fait, c'est juste que le niveau d'analyse utilisé ici n'est pas le plus pertinent. Il faut se poser la question de la part de responsabilité qu'on peut attribuer à cet aspect cérébral. Est-ce que les entreprises comme Total, qui ont financé pendant des décennies le climato-scepticisme, n'ont pas une responsabilité plus grande que notre pauvre striatum ? Au fond, est-ce que ça a même une importance qu'une zone ou qu'une autre de notre cerveau soit impliquée ? Qu'est-ce que cela change dans les enjeux climatiques ? En fait, pas grand-chose. Évidemment, comprendre les mécanismes cérébraux est intéressant et changer les comportements individuels est nécessaire. Selon le rapport de Carbone 4, faire sa part, notre empreinte individuelle correspond à 25% de notre impact carbone, donc ce n'est clairement pas négligeable. Mais 25%, ce n'est pas suffisant. En revanche, pour s'attaquer aux 75% qui restent, ce sont bien des leviers d'action systémiques qu'il faut mettre en place car elles seront beaucoup plus efficaces. L'inaction climatique, ce n'est pas un problème neuronal, c'est bien un problème politique. Merci Julie pour cette chronique et cette superbe conclusion. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il ne faut rien faire ? Pas forcément.
J'avais un ami psychiatre qui me disait que la tristesse s'immisce dans ce qui nous caractérise le plus. Mais je pense que, outre la tristesse, il y a aussi l'énergie, la passion, qui va s'immiscer dans ce qui nous caractérise le plus. Et donc, libre à nous de transformer finalement nos passions tristes en passions heureuses et en levier. Et vraiment, je sais que des personnes éco-anxieuses m'ont dit à quel point, passer cette espèce de gouffre vertigineux où elles se sentaient dépassées, elles ont su se réapproprier cette solastalgie, cette éco-anxiété, et peut-être changer parfois aussi leur mode de vie, leur quotidien, déjà leur manière de s'alimenter, de consommer, des choses toutes simples. Et ça les a aidées à se sentir mieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé le bonheur finalement en conduisant des projets qu'elles n'auraient peut-être pas pensé faire sans cette nouvelle philosophie de vie. Pour moi, la solastalgie ou l'éco-anxiété, c'est pas une pathologie ou c'est pas quelque chose de triste ou de noir. C'est juste une nouvelle forme de philosophie de vie. C'était Alice Desbioles, médecin en santé publique spécialisée en santé environnementale, qui popularise les concepts de solastalgie et d'éco-anxiété en France. La solastalgie, pour ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas ce terme, juste avant, c'est la souffrance de voir son habitat naturel et la biodiversité détruite. Alice Desbioles a publié un ouvrage en septembre 2020 qui s'appelle « L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé ». Alors, on en a déjà parlé dans cette émission. Est-ce que ces angoisses ne peuvent pas mener à l'action, mener à quelque chose de positif? Est-ce que du coup ce serait pas du coup un levier qui nous dirige vers quelque chose de concret pour changer les choses, Hélène Jalin? Alors de façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions sont là pour nous pousser vers l'action, quelle qu'elle soit. Donc une fois déjà qu'on s'est mis au clair avec ça, c'est très bien, parce que moi je vois dans mon cabinet beaucoup de personnes qui sont complètement en répression émotionnelle et qui du coup n'ont pas de guide pour agir dans leur vie. L'émotion d'angoisse qui va être ressentie face au changement climatique, elle va en général pousser à l'action, sauf lorsqu'on est vraiment dans une logique de paralysie, ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, ce que moi dans le cadre de la recherche actuelle, je vais tester, c'est une espèce de courbe en U inversée, avec en abscisse le niveau d'éco-anxiété et en ordonnée l'action comportementale pour l'environnement. Partant de l'idée que pas du tout d'anxiété va pas nous pousser à l'action et trop d'anxiété va nous amener vers la paralysie. Donc en fait, il faudrait qu'on soit tous, si possible, à un niveau d'éco-anxiété modéré, qui soit gérable pour qu'on passe tous collectivement à l'action. Voilà. C'est un bon objectif qu'on peut se donner. On entend souvent parler de ressources, de livres, etc. sur le climat. Est-ce qu'il y en existe sur l'éco-anxiété? Peut-être en commençant par vous, Oscar Navarro. Est-ce que vous avez des ressources, des podcasts, des articles, des livres, des choses à conseiller qui peuvent nous aider à en savoir plus sur le stress environnemental, par exemple, ou l'éco-anxiété? Alors, sur l'éco-anxiété, je serais désolé en fait de dire que non, je ne serais pas un bon conseil. Certainement Hélène qui travaille davantage en fait sur ces thématiques. On consomme plutôt de la littérature dite scientifique, donc on va lire des articles sur ces aspects-là. Et là, pour le coup, je ne pense pas que ça intéresse vraiment forcément un grand public. Autrement, sinon, je pense que les textes classiques en fait déjà en psychologie environnementale sur ces thématiques-là, sur le stress environnemental, seront aussi un bon appui. C'est en général de la littérature en fait qui est faite pour être lue par des disciplines qui ne sont même pas forcément de la psychologie. D'ailleurs, on le rappelle, Oscar Navarro, vous êtes professeur en psychologie environnementale et sociale et vous avez écrit un livre sur le sujet qui est tout à fait formel également, académique. Donc on le mettra dans les liens de la description de cette émission sur notre site internet. Hélène Jalin, est-ce que vous avez des ressources à conseiller? Moi, je vais pouvoir conseiller le petit livre, le gros livre d'ailleurs, de Charline Schmerber, qui est une amie et qui s'appelle « Le guide de survie à destination des éco-anxieux ». Et sinon, en termes de podcast, il y a un podcast qui a été très bien, très intéressant, de Laïlia Benoît, qui est une pédopsychiatre qui travaille aux États-Unis et qui s'intéresse plus, elle, à l'expression de l'éco-anxiété chez les enfants et chez les adolescents. Donc les deux sont, à mon avis, très complémentaires. Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Merci à Hélène Jalin. Pour rappel, vous êtes psychologue clinicienne et vous mettez en place une échelle de valeurs pour mesurer l'éco-anxiété.
Merci à Oscar Navarro d'être venu nous parler de l'éco-anxiété, que vous avez côtoyé grâce à votre étude des populations qui subissent des catastrophes naturelles. Merci à Sophie pour ses questions et à Julie qui s'est demandé si nous pouvions réellement rendre notre cerveau responsable de l'inaction climatique. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.